Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, nous vous remercions de nous accorder cette seconde interview. Donc, je vais reprocéder à votre présentation. Vous êtes un grand historien américain vous êtes penché sur la Seconde Guerre mondiale en particulier. Vous avez conduit des travaux très importants sur le régime de Vichy. Vous êtes un grand professeur sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en France. Vous avez conduit des ouvrages très importants sur le régime de Vichy. Et vous avez été décoré de la Légion d'honneur en 2009. Donc, des questions. Vous êtes allé, pour la première, enfin, votre traduction en 1973 de l'ouvrage La France de Vichy marque une rupture qu'on juge souvent décisive dans l'historiographie française, sous occupation. Vous y dites qu'il n'y a pas eu de double jeu de la part de Vichy et que le gouvernement n'a pas fait effet de bouclier. Voilà. Et récemment, Éric Zemmour a sorti un ouvrage intitulé Le suicide français. Il consacre notamment un chapitre au titre très ironique, Révérend Paxson, notre bon maître. Alors, il dit que tout ne serait pas condamnable dans la politique menée par Vichy, dirigée et exécutée par Pierre Laval, et aussi notamment que le régime a permis de sauver 75% des juifs français, et que la stratégie adoptée par Pétain et Laval face aux demandes allemandes était de sacrifier les juifs étrangers pour sauver les juifs français. Donc, que pensez-vous de cette argumentation-là? Bon, je ne suis pas d'accord du tout avec l'argumentation d'Éric Zemmour. Éric Zemmour prend le chiffre brut et sans étudier le processus derrière, il prétend que puisque le chiffre n'est pas très élevé, donc Vichy a dû faire quelque chose d'utile, efficace pour sauver les Juifs. Mais il faut étudier la politique de chaque jour, la suite de la politique. Et ce qui est surtout important, c'est que Vichy a eu lui-même sa propre politique antisémite dès le début, dès le mois de juillet 40. Le régime de Vichy, profitant de la demi-liberté laissée par le régime d'armistice, avec la zone non occupée, avec une autorité véritable mais limitée du gouvernement de Vichy. Vichy a adopté ses propres lois d'exclusion. Vichy a exclu de la fonction publique, de l'enseignement, de l'armée, des métiers de théâtre, direction de la culture, etc. Vichy a exclu les Juifs de tout cela. Et beaucoup plus grave, à partir de juillet 41, le régime de Vichy a confisqué les propriétés de Juifs. Alors, dans toute cette politique, les Juifs citoyens français ont le même sort que les Juifs étrangers. Donc, il y a une autre distinction. Zemmour se trompe s'il pense que Vichy a, dès le début, favoriser les citoyens français. C'est plutôt le contraire, parce que dans la propagande du régime de Vichy, le but, la cible attaquée le plus vigoureusement, ce sont les Juifs de vieille souche, comme Léon Blum, parce que les souvenirs du Front populaire sont très très importants. C'est un peu la revanche contre le Front populaire. Donc le Vichy fait souffrir les citoyens français pendant les 2 premières années. Mais en 1942, 2 ans après le début du régime de Vichy, les Allemands commencent à déporter les Juifs vers l'Est. Le projet de la solution finale se met en route et les trains commencent à rouler. Et à ce moment-là, le régime de Vichy a accepté de coopérer parce que le régime était très, très troublé par le nombre de réfugiés juifs qui sont venus en France pendant les années 30, un moment de chômage, un moment de faiblesse économique, et ils cherchaient de s'en débarrasser. Et
au début du régime de Vichy, en 1940, les Allemands ont continué à envoyer des réfugiés juifs en France en 1940. Et il faut comprendre chaque moment dans ses propres termes. En 1940, la politique allemande, c'était d'envoyer ces juifs en France et ailleurs où ils seraient acceptés, pensant que la France, bon, c'est bon pour recevoir les juifs qui a jeté le régime de Vichy dans un état de fureur. Donc Vichy a essayé depuis 2 ans de persuader aux Allemands de reprendre leurs réfugiés. Donc les premiers trains de déportation que nous regardons comme le début de la solution finale, pour Vichy, c'était la fin de la crise des réfugiés. On allait finalement faire partir ces réfugiés. Donc Vichy a agi très activement contre les Juifs, pas seulement étrangers, mais français. Alors la déportation commence à se dérouler, et à ce moment-là, il y a un changement. Et le régime de Vichy voit avec une très mauvaise réaction aux arrestations au départ de Juifs de l'élite, des avocats, des médecins, des scientifiques, qui sont pris avec les autres. Et à ce moment-là, il y a un changement. Et Zemmour pense que il y a un changement, et Vichy commence à dire non, il ne faut pas prendre les citoyens français, prenez des étrangers. Et c'est de ça que Zemmour parle, mais il comprend mal, parce que c'est déjà trop tard, parce que Vichy a déjà affaibli les citoyens français juifs en prenant leur propriété, en les excluant de la poste, comme juge, comme avocat, comme médecin, etc. Et donc, le mal a déjà été fait, mais il est vrai que Vichy a essayé de mettre des freins, mais il n'a jamais eu le moindre accord. On ne peut pas dire que Vichy a réussi à persuader les Allemands à ne prendre que des étrangers. Les Allemands prennent tout le monde. Et il est vrai que la police française n'aide pas beaucoup à arrêter les citoyens français, mais le régime de Vichy ne les protège pas vraiment. Il y a peut-être un report, un délai, et les Allemands disent toujours nous allons prendre tout le monde. Donc il n'y a pas eu d'accord. Donc c'est faux de dire que c'est Vichy qui a sauvé ces Juifs. Le chiffre est relativement bas. 25 des Juifs sont partis. Il n'y a que l'Italie avec 16% et le Danemark avec tout le monde sauvé qui sont mieux. Mais la raison, c'est qu'en Italie, l'administration italienne, la police italienne n'ont pas aidé avec la déportation. En France, l'administration et la police ont aidé avec les déportations. Donc le chiffre aurait été plus bas que les 25%. Éric Zemmour prend le chiffre brut et il n'étudie pas le déroulement du processus qui nous mène à cette conclusion. D'accord. En 2012, lors de la commémoration des 70 ans du Veldiv, François Hollande, le président français, a déclaré que la rafle du Veldiv fut un crime commis en France par la France. Et comment expliquez-vous qu'en ces moments même, en 2014, pendant que le livre d'Éric Zemmour se vend comme des petits pains, que la France de Vichy passionne toujours le débat français en fait? Je ne suis pas vraiment si surpris que l'événement aussi catastrophique que la défaite de la France en mai-juin 40 continue à troubler les esprits en France, ou que le régime qui a suivi cette défaite continue à être l'objet de débats, de querelles, de luttes entre partisans de Vichy et partisans de la résistance. Le sujet reste très actuel parce que les enjeux sont tellement énormes. La défaite de 40 et
le régime qui a fait la suite, qui a accepté et administré l'armistice et qui a collaboré avec l'Allemagne, tout ça divise les Français profondément et il va continuer à les diviser parce que c'était un moment charnier, c'était un moment extrêmement pénible dans la transition douloureuse de la France, de la première puissance militaire et culturelle du monde, qu'on était sous Louis XIV et Napoléon, à la situation d'aujourd'hui où la France occupe une place très honorable parmi les pays de taille moyenne. Et c'est une transition qui est extrêmement pénible. Et au cœur de cette transition, il y a les catastrophes de 42. Et il est naturel et normal de chercher quelque chose un peu moins humiliant dans cette histoire. D'abord, il y avait la résistance. De Gaulle disait que tous les Français étaient résistants, au moins dans leur cœur. Et puis maintenant, c'est l'aide aux Juifs. Des gens comme Zemmour et Jacques Semelin, dans un livre tout à fait différent, sur l'aide aux Juifs, qui disent que tout le monde, plus ou moins en France, a aidé à cacher les enfants, à ne pas dénoncer les gens qui sont cachés, etc. Ce qui est parfaitement vrai, mais ce n'est pas la seule chose qui arrive. Donc, arriver à une version équilibrée entre les efforts de certains individus à faire du bien et la politique du gouvernement qui a fait des mauvais choix, trouver une version équilibrée et convaincante de cette période pénible est extrêmement difficile. Donc ces luttes vont continuer. En Amérique, on se débat toujours de la guerre civile de 1865 et de la fin de l'esclavage et des suites de l'esclavage. Plus d'un siècle, et la question est toujours actuelle. D'accord. Et vous êtes un homme qui a vécu l'intégralité de la guerre froide. Et aujourd'hui, de quelle manière percevez-vous la montée des tensions entre le bloc occidental, qu'on pourrait dire constitué de l'Union européenne et des États-Unis, et de la Russie de Vladimir Poutine? Bon, vous me posez une question redoutable. Si je savais, je serais à la Maison-Blanche, je serais à l'Élysée. C'est extrêmement difficile à savoir ce qu'il faut faire, parce que Poutine, mais c'est pas un retour à la guerre froide. Donc on n'a pas les mêmes forces des deux côtés, mais c'est certainement la crise la plus grave dans les relations entre la Russie et l'Ouest depuis la fin de la guerre froide, et c'est extrêmement délicat, parce que Poutine est en difficulté économique. Son économie est basée sur le pétrole. Le prix du pétrole est en baisse. Il doit faire autre chose pour garder sa popularité. Il a découvert le nationalisme. C'est pas très surprenant, c'est le ressort de tous les chefs en difficulté. Il a réussi le coup de la Crimée, et les résultats, c'est une flambée d'enthousiasme en Russie. Donc, c'est la formule qu'il a trouvée de voir des réussites aux frontières. Et les frontières sont très vulnérables et compliquées, parce qu'il s'agit d'États qui ont appartenu à l'Union soviétique, qui ont été amputés, que les Russes doivent ressentir amèrement.
Et puis il y a un pays comme l'Ukraine, dont les frontières est ont été établies par Khrouchtchev aux années 60, de façon parfaitement arbitraire, avec le résultat qu'il y a à l'est de l'Ukraine des gens qui se sentent russes. Donc la population est mélangée et la frontière est difficile à défendre. Mais il est absolument essentiel de défendre le principe qu'on ne change pas les frontières par la force. Et je crois que l'Europe et les États-Unis doivent continuer à soutenir le gouvernement actuel de l'Ukraine, qui est un gouvernement légal, légitime, encore plus important, sans provoquer Poutine. Ça, c'est très délicat. Il faut agir avec patience. Il faut chercher des sujets d'intérêt commun, comme l'industrie nucléaire à l'Iran, par exemple. Il y a là une sorte de coopération actuellement. Un de mes collègues ici, qui est spécialiste de la Russie, me dit que Poutine, c'est un expert de judo, et il cherche de tempérament, il cherche les faiblesses de ses opposants. Il est toujours, chaque jour, à la recherche d'un point faible chez ses opposants, sans avoir nécessairement des buts fixes. C'est un jeu de judo continuel, donc il faut absolument soutenir le gouvernement d'Ukraine, mais pas de façon agressive, mais avec patience, avec ténacité. Et c'est dangereux, c'est très dangereux. D'accord. Donc, nous vous remercions pour ces réponses très complètes. Dans le public, nous avons des élèves de différentes nationalités, et notamment de classe de terminale, et notre professeur d'histoire géo. Donc, peut-être que certains d'entre eux ont des questions. Non. Sur le chapitre sur l'histoire et la mémoire, non? Voilà. Non. Donc, non, peut-être juste une question. Comment est-ce qu'il évalue l'étape actuelle de la mémoire de Vichy en France? Comment évaluez-vous l'étape actuelle de la mémoire de Vichy en France? Parce qu'on a un chapitre qui étudie l'histoire de la mémoire de Vichy pour le baccalauréat. Parce que pour le baccalauréat français, on a un chapitre qui étudie la mémoire sur le régime de Vichy, en fait. Et quel est l'état de la mémoire en France aujourd'hui? Bon, oui, alors la mémoire de Vichy a été transformée. Mon tout premier livre n'a pas été traduit. Et je n'attendais pas qu'il serait traduit parce que j'avais l'impression que le public français n'était pas très intéressé par des versions un peu orthodoxes. Et puis quand ma deuxième livre a été traduit en 1973, il y a eu un débat très violent. Un amiral français m'a appelé un menteur à la télévision, et j'en étais plutôt fier. Et tout de même, il y avait un débat vraiment sulfureux qui n'a pas cessé. Mais je crois que la version d'un Vichy indépendant, avec sa propre politique de redressement national qui était autoritaire, clérical, antisémite, etc., qui n'était pas dictée par les Allemands. Je crois que cette version a été reprise par toute une génération de chercheurs français et allemands et anglais, et dans le monde de l'enseignement, dans le monde, la plupart de la presse, cette version est devenue courante, et j'en suis bien content, mais cette version reste difficile à accepter par un certain nombre de Français qui
cherchent à croire qu'il y avait un double jeu à Vichy, que Pétain jouait en secret, secrètement pour revenir à la guerre. Il n'y a aucune preuve de tout cela, seulement la volonté, le désir de trouver une histoire qui serait un peu plus positive. Donc le débat continue, il va continuer, mais maintenant toutes les archives sont ouvertes. Je crois que les chercheurs, les historiens de profession sont plus ou moins d'accord. Le public ne l'est pas tout à fait, mais on a fait beaucoup de progrès depuis la sortie de la traduction de mon deuxième livre en 63-13. Et avez-vous été surpris lorsqu'on vous a demandé votre contribution au procès de Maurice Papon? Oui, j'ai été surpris. Parce que je n'étais pas à Bordeaux pour commencer. J'avais le titre de témoin dans ce procès, mais je n'étais pas un témoin populaire parce que je n'étais pas à Bordeaux, même si j'avais vu des documents provenant de Bordeaux, donc j'avais des connaissances de ce genre-là. Le président de la Cour a demandé à 4 historiens à témoigner parce qu'il a constaté que son jury, ces 12 membres, son jury, il n'y avait qu'un qui avait connu la guerre, tous les autres sont nés après. Il a demandé aux 4 historiens de donner un petit cours d'histoire pour commencer le procès, pour donner le contexte. Je crois que ça serait illégal dans un procès, selon le droit anglo-américain, parce qu'il y avait un risque, naturellement, d'influencer les membres du jury. Mais c'était son idée de rendre l'histoire compréhensible en demandant aux historiens à donner le contexte historique des services de Maurice Papon comme secrétaire général à la préfecture de la Gironde entre 1942 et 1944. Donc je l'ai fait, j'avais le tact, c'était terrifiant, mais je crois que c'était utile. Oui, j'étais surpris. Est-ce que nous avons fait une différence? C'est peu probable. Parce que les deux côtés dans ce procès ont expliqué leur point de vue. C'est pas très clair. Comme leçon d'histoire, on avait les deux points de vue exprimés très clairement, sous serment, et on est sorti avec le même débat comme avant. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Oui, merci.